On va entamer aujourd'hui un chapitre intitulé « Principales applications des micro-organismes ». Les micro-organismes peuvent être appliqués industriellement par le processus de fermentation pour produire de nombreuses molécules organiques. Parmi ces molécules, certaines peuvent être utilisées dans le domaine agroalimentaire, d'autres peuvent être utilisées dans le domaine médical, et puis on peut citer aussi des molécules qui peuvent être utilisées dans le domaine pharmaceutique. Domaine agroalimentaire, c'est le cas par exemple de l'acide citrique, c'est le cas aussi de l'acide lactique. Domaine médical, c'est le cas de l'insuline par exemple, les hormones, l'insuline. Domaine pharmaceutique, c'est le cas par exemple des antibiotiques. Donc toutes ces molécules peuvent être synthétisées par des micro-organismes et ce, en utilisant le processus de fermentation. Parmi les molécules qui sont produites par les micro-organismes, on distingue deux types. Il y a des molécules qui sont qualifiées de métabolites primaires, d'autres sont qualifiées de métabolites secondaires. Donc, ces molécules sont produites par le processus de fermentation. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition pour la fermentation? La fermentation, c'est un mot qui provient du latin, du mot fervere, et qui signifie bouillir. En effet, au cours de certaines fermentations, on s'est aperçu qu'il y a un dégagement de gaz, et ce gaz, c'est souvent le CO2, et il y a aussi formation de mousse. Louis Pasteur a défini dans le temps la fermentation comme étant la vie sans oxygène, sans air. Or, dans nos jours, comme je l'ai écrit ici, un tel critère ne convient pas parfaitement au mot fermentation. En effet, dans le domaine industriel, on distingue des fermentations qui peuvent se dérouler aussi bien en anaérobie qu'en aérobie. La fermentation se distingue de la respiration cellulaire par deux choses. D'abord, la fermentation a une faible production énergétique. En effet, à partir de la dégradation d'une molécule de glucose, il n'y a production que de deux molécules d'ATP. Et dans la fermentation, l'accepteur final d'électrons, c'est souvent le produit final de la fermentation. En revanche, pour la respiration cellulaire, la production énergétique est importante. En effet, il y a production à partir d'une molécule de glucose de 38 molécules d'ATP. Et en plus, dans le processus de respiration cellulaire, l'accepteur final d'électrons, c'est l'oxygène lui-même. Quel est l'intérêt de la fermentation? Pourquoi utilise-t-on la fermentation dans le domaine industriel? La fermentation, en fait, on l'utilise pour produire une molécule donnée, et ce, bien sûr, en grande quantité, et puis à moindre coût, et puis de façon reproductible. Cependant, la fermentation peut être utilisée non pas pour produire une molécule donnée, mais pour produire la biomasse. Par exemple, on s'intéresse à la production en grande quantité d'une bactérie ou bien d'une moisissure, par exemple. Alors, on va voir maintenant les applications des fermentations pour la production de métabolites. Et donc, on vient de dire que pour les métabolites, on distingue ceux qui sont qualifiés de primaires et ceux qui sont qualifiés de secondaires. On commence par les métabolites primaires. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme définition? Les métabolites primaires sont des molécules qui sont impliquées directement dans la croissance et le développement d'un organisme ou d'une cellule. À ce propos, on peut citer comme exemple les acides aminés, les acides carboxyliques, les alcools, les nucléotides, les polyols et aussi les vitamines.
Parmi ces molécules, on va s'intéresser à la production de l'acide citrique. Donc l'acide citrique, c'est un acide carboxylique, donc c'est un métabolite primaire. On va s'intéresser à sa production du point de vue industriel. Et tout d'abord, on va donner un petit historique relatif à l'acide historique, à l'acide citrique, pardon. Alors, l'acide citrique, c'est un composé qui a plusieurs usages. D'abord, il est utilisé comme acidifiant, puis comme antioxydant pour renforcer les saveurs et conserver certains jus de fruits. C'est un composé qui a une activité bactéricide et aussi bactériostatique contre certains germes microbiens tels que le listeria monocytogène qu'on a vu précédemment. C'est aussi un agent qui est utilisé dans la formulation de certains shampoings, et ce, en tant qu'agent dégraissant, c'est-à-dire il va enlever les graisses, les taches de graisse, ainsi que les taches de teinture. L'acide citrique, j'ai donné ici deux représentations de sa structure chimique. Voici comment se présente l'acide citrique. C'est une molécule que vous voyez ici à droite, avec une chaîne carbonée, et elle possède trois fonctions carboxyles. Voici une deuxième, et voici une troisième fonction carboxyle. J'ai ici une deuxième représentation de l'acide citrique. Vous voyez le groupement COH, le groupement COH et le groupement COH. Actuellement, l'acide citrique, il est utilisé industriellement, bien sûr en utilisant un fermenteur, qualifié aussi de bioréacteur, et l'acide citrique est produit en utilisant une souche microbienne qui est une moisissure, et la moisissure en question, c'est l'Aspergillus niger, qu'on appelle communément l'aspergie noire. Alors, l'acide citrique, bien sûr, il est produit en utilisant cette moisissure et, bien sûr, en présence d'un substrat glucidique. On va voir quels sont les substrats glucidiques qui peuvent être utilisés par la moisissure en question pour produire l'acide citrique. Pourquoi choisit-on l'Aspergillus niger dans le processus de fermentation industrielle? Le choix d'une telle souche microbienne est dû aux raisons suivantes. D'abord parce que Aspergillus niger présente une stabilité génétique, parce qu'il a des rendements qui sont élevés, parce qu'il a une aptitude à fermenter toute une série de substrats carbonés et qui sont bon marché, c'est-à-dire qui ne sont pas trop chers, et enfin parce qu'il engendre des produits qui sont désirés et peu de produits qui sont indésirables. Donc en fait, on assiste à la fin du processus de fermentation qu'il n'y a pratiquement pas de produits qui sont indésirables. Donc il n'y a pratiquement que l'acide citrique qui est synthétisé comme produit final. L'Aspergillus niger, c'est une moisissure, c'est un champignon ascomycète, il est filamenteux. C'est une des espèces les plus communes du sol, donc on le retrouve fréquemment dans le sol, donc c'est ça son biotope. Il se présente sous forme d'une moisissure de couleur noire, qu'on va voir dans les photos 5 et 6, qui se développe, entre autres, sur les fruits et les légumes. Voici deux photos qui montrent l'aspect de Aspergillus niger. La photo numéro 5, ça c'est la structure mycélienne de l'Aspergillus niger vue au microscope optique, objectif 40, donc c'est le grossissement, objectif 10 plutôt même. Parfois, ce n'est pas la peine d'utiliser l'objectif 40. Déjà avec l'objectif 10, qui va donc nous donner un grossissement de 100, on arrive parfaitement à observer la structure mycélienne, donc le mycélium. La photo numéro 6 montre l'aspect morphologique de l'Aspergillus niger sur un milieu gélosé.
Le milieu gélosé en question, c'est la gélose PDA. La gélose PDA, c'est la gélose potato dextrose agar. La gélose potato dextrose agar, c'est la gélose de choix qui est utilisée dans les laboratoires de recherche pour la croissance et le développement de presque toutes les moisissures. Cependant, on peut dire aussi que l'Aspergillus niger peut pousser sur d'autres milieux de culture gélosée, tels que la gélose de Saburo. Aspergillus niger, c'est une moisissure qui peut sécréter, qui peut synthétiser de grandes quantités d'acide citrique à condition que cette moisissure soit cultivée sur un milieu nutritif qui est riche en sucre et puis additionné de sels minéraux et puis à un pH voisin de 2,5 à 3,5. Donc finalement, la production de l'acide citrique ne débute par la moisissure Aspergillus niger que lorsque le pH du milieu est situé entre 2,5 et 3,5. Donc ça, c'est le pH de choix, c'est le pH idéal, c'est le pH optimal si vous voulez, qui permet la synthèse de l'acide citrique par la moisissure. La fermentation, donc le processus de fermentation est souvent effectué dans des bioréacteurs avec un mode de production qu'on appelle discontinu ou bien une alimentation en discontinu. La production en mode discontinu porte le nom de production par batch. Donc le mode d'alimentation par batch ou le mode de production par batch correspond à un mode de production en discontinu, c'est-à-dire, si vous voulez, on va le revoir par la suite, production en discontinu, c'est-à-dire qu'on prend un fermenteur, on met dedans tous les éléments nutritifs dont a besoin la souche microbienne, et puis aussi, bien sûr, on met la souche microbienne, le processus de fermentation démarre, la souche microbienne va dégrader les sucres, produire l'acide citrique, et on arrête donc le processus de fermentation à sa phase finale. On ne rajoute plus de milieu de culture dans le fermenteur. On démarre la réaction au départ, on la laisse terminer jusqu'à ce que c'est terminé. Donc il est discontinu, on ne rajoute pas de nouvelles molécules nutritives ni de substrats carbonés pour enrichir le milieu et encore, si vous voulez, repousser et puis ensuite engendrer, si vous voulez, le processus de fermentation. Il faut signaler à ce propos que le mode de production en discontinu, donc qualifié par batch, c'est un mode qui est utilisé pour la production de très très grandes quantités d'acide citrique. À ce propos, il faut signaler que 80% de la production mondiale de l'acide citrique est obtenu par fermentation et par un mode en discontinu. Et bien sûr, le mode en discontinu, c'est un mode qui est qualifié aussi de mode en submersion, c'est-à-dire bien sûr que le fermenteur contient un milieu liquide, donc tous les éléments nutritifs avec la souche microbienne se retrouvent dans un fermenteur qui contient un milieu liquide. Donc c'est un mode en submersion. C'est un mode qui est en discontinu, qualifié encore de par batch. Donc, 80% de la production mondiale de l'acide citrique est utilisée dans des fermenteurs en submersion, en présence de cultures de Aspergillus niger et d'une source carbonée qui est généralement le saccharose. À ce propos, il faut signaler que le saccharose est utilisé à une concentration qui est de l'ordre de 15 à 25%. C'est-à-dire, si vous voulez, 15 grammes de saccharose par 100 ml de volume final du milieu de culture. D'une manière générale, la voie métabolique qui va nous conduire du saccharose jusqu'à l'acide citrique comprend essentiellement les étapes suivantes.
La première étape, c'est l'hydrolyse. En effet, le saccharose doit être hydrolysé par la souche microbienne, c'est-à-dire l'Aspergillus niger, et quand il est donc dégradé, il va fournir deux sucres qui sont le glucose et le fructose. Ce processus n'est valable que si la souche microbienne synthétise une enzyme qu'on appelle une invertase. En fait, l'invertase, c'est une bêta-fructofurannosidase. Et cette enzyme va dégrader le saccharose en glucose et fructose. C'est une enzyme qui est induite par la présence du substrat carboné. Donc, si vous fournissez le glucose et le fructose à la souche microbienne, elle ne va pas induire la sécrétion de l'enzyme invertase, c'est-à-dire la bêta-fructofurannosidase. Bien au contraire, donc, elle est donc réprimée. Donc, l'enzyme, donc, on assiste à une répression, donc à une non-synthèse de l'enzyme lorsqu'on fournit déjà le glucose et le fructose à la souche microbienne. Suite à, il faut signaler aussi que d'autres substrats carbonés peuvent être utilisés à la place du saccharose. C'est par exemple le cas du raffinose, c'est aussi le cas du thuranose. Donc voici des substrats qui peuvent être utilisés dans les fermenteurs. Une fois le saccharose est hydrolysé, maintenant il va être transporté à l'intérieur de la cellule microbienne. Et il faut signaler que le transport du glucose est assuré par des protéines qu'on qualifie de protéines de transport membranaire. Les protéines de transport membranaire, ce sont des protéines dont on a parlé lors du processus de compétition entre Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. On a dit que la cellule tueuse, qui était donc le Pseudomonas aeruginosa, synthétise des substances toxiques et normalement qui sont véhiculées par des protéines de type ABC, donc des protéines transmembranaires, des protéines de transport membranaire, et elles sont transmembranaires. Le transport. Après le transport, le glucose maintenant qui est à l'intérieur de la cellule microbienne, en l'occurrence ici c'est l'Aspergillus niger, ce glucose va être dégradé pour former deux molécules de pyruvate et bien sûr aussi donc deux molécules d'ATP. Cette voie ne nécessite pas la présence d'oxygène. Le pyruvate maintenant qui est produit par la dégradation, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va entrer dans le cycle des acides tricarboxyliques. Et il faut signaler une chose, c'est que ce pyruvate va entrer à l'intérieur de la mitochondrie de la cellule microbienne et c'est là, bien sûr, qu'il va être incorporé dans le cycle des acides carboxyliques et, bien sûr, en vue donc de produire l'acide citrique. La pénétration du pyruvate dans le cycle des acides tricarboxyliques peut se faire par deux voies, comme on va le voir dans la figure suivante. Voici le cycle de Krebs, donc le cycle des acides tricarboxyliques. Vous voyez ici le citrate, vous voyez ici c'est le citrate, et on vient de dire que le pyruvate va entrer à l'intérieur de ce cycle par deux voies. Quelles sont ces deux voies? On peut signaler la voie de l'oxaloacétate et on peut signaler la voie de l'acétylcoenzyme A. Donc, l'acide pyruvique peut entrer par la voie de l'acétylcoenzyme A pour former le citrate et il peut aussi entrer, pyruvate, entrer par la voie de l'oxaloacétate pour donner du citrate. Si le pyruvate entre par la voie de l'oxaloacétate, il va mettre en jeu une enzyme
qu'on appelle la pyruvate carboxylase. Donc, le pyruvate va être repris par l'enzyme pyruvate carboxylase pour former l'oxaloacétate, et l'oxaloacétate, à son tour, il est repris par une enzyme microbienne, c'est donc la citrate synthase, pour former l'acide citrique, voilà, le citrate. Donc c'est ce qui est intéressant pour nous, pour ce cycle des acides carboxyliques. Voici la portion qui est importante pour nous. Lorsque l'acide citrique est synthétisé, il doit être maintenant excrété à l'extérieur de la mitochondrie et puis ensuite à l'extérieur de la cellule microbienne même pour se retrouver dans le milieu extracellulaire. Donc la dernière étape, c'est l'excrétion, et donc on assiste à la sortie de l'acide citrique d'abord de la mitochondrie et puis ensuite du milieu intracellulaire du cytosol pour se retrouver vers le milieu extracellulaire.